Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 17 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire aujourd'hui d'analyser Axelar. Je remets en jeu RNDR contre Node. C'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des assets que je pourrais analyser. Juste avant de commencer, comme d'hab, petit update sur le copy trading. Donc hier, le bilan 8 TP avec les bots Spot, Lim. Donc 1 TP BTC, 1 BGB, 2 XRP, 1 sur Blast, 2 sur AR et 1 sur Sol. Du coup, ça fait plaisir. Si vous voulez rejoindre, encore une fois, tout est en barre d'infos. C'est 100% gratuit. Vous serez juste en liste d'attente au début. C'est normal, le temps qu'on puisse débloquer tous les membres. On en débloque quelques-uns par-ci par-là. On essaie vraiment de faire le plus vite possible, mais on s'assure que tout s'exécute correctement pour tout le monde. Donc il y a le staff technique en fait qui regarde tous les jours est-ce que les ordres s'exécutent bien pour tout le monde, et si c'est le cas, on ouvre en fait des places, et si des fois il y a des problèmes, on essaie de corriger des choses, etc. etc. Donc là ça fonctionne plutôt bien. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire ici, c'est pas déjà fait. Ensuite, vous cliquez sur rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, votre mail, votre identifiant BitGet et vous regardez la vidéo ici, configurer le copy trading. Si vous ne savez pas où est votre identifiant BitGet, je le montre dans cette vidéo sur configurer le copy trading. Et une fois que tout ça c'est fait, vous serez sur liste d'attente et d'ici quelques jours, vous aurez accès au copy trading directement. Alors, pour commencer avec BTC, toujours pas de signaux pour l'instant de retournement, donc on continue de push, on suit tranquillement les objectifs. Vous vous rappelez, hier, on avait parlé qu'il y avait la formation d'un order block ici, et qu'il fallait que ça pouvait opérer un rejet. Si ça ce n'était pas le cas, ça allait devenir un breaker, et donc le breaker a été fait ici. Donc on a eu un premier rejet. Moi perso, j'ai eu un short, j'en ai parlé sur Twitter, très pixel ici, littéralement au top, que j'ai sécurisé très vite, enfin j'ai tapé littéralement. Et ensuite j'ai eu un deuxième long pendant la session US qui est passé également. Pour ceux qui sont d'ailleurs copieurs des stratégies intraday sur le copy trading, je le redis, mais les stratégies vont bientôt se lancer sur vos comptes. Ok, c'est juste que on a un membre qui est en vacances, un deuxième membre qui est en vacances également, et moi-même je suis très pris en ce moment et je trade littéralement depuis mon téléphone quand j'ai des alertes qui sonnent pour poser mes ordres, mais je peux pas poser des ordres sur le copy trading depuis mon téléphone, ce qui fait que là actuellement on est un peu occupé et c'est les bots pour l'instant qui tournent, et quand tout le monde sera redisponible, là les stratégies intra vont tourner, vous inquiétez pas. Enfin bref, parenthèse fermée. Et du coup, cet order block n'est plus un order block, mais devient un breaker. Ok, ce qui est ici dans notre cas, un signal de continuation. Ok. Et l'objectif, vous vous souvenez, c'était au minimum de travailler cette zone d'inefficience ici, tant que le prix ne se retourne pas, ce qui n'est pas le cas. J'en ai parlé, mais est-ce qu'on a une inversion dans le comportement du prix, c'est-à-dire est-ce que le prix nous fait quelque chose comme ça? Tac, tac, tac. Non. Est-ce que le prix nous fait quelque chose comme ça, par exemple? Non. Ok. Le prix continue de faire ça. Tac, 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 tac. Ok. Donc ça, c'est bullish, hein, ni plus ni moins. Et on va du coup chercher les prochains objectifs. Il faut savoir que généralement, le marché est attiré par ce qu'on appelle des buy-side liquidity. Ce sont souvent des extrémités de prix. Par exemple, celle-ci. Alors pourquoi celle-ci en particulier et pourquoi j'ai pas pris ça, par exemple? Parce que ça correspond à un plus haut hebdomadaire. Vous prenez la bougie, on passe en weekly ici, ça c'était un point d'intérêt pour le prix, du coup ça c'est un nouveau point d'intérêt pour le prix, c'est le niveau que je viens de vous montrer à 67 200, 67 300 $ à peu près en horaire, ok. Faut savoir que l'inefficience ici qu'on avait laissée en weekly a été totalement comblée. Il y en a une autre, et je pense que le marché maintenant est attiré pour aller combler celle-ci. Et pourquoi les inefficiences sont des zones intéressantes? On les appelle des internal range liquidity. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des zones dans lesquelles on va probablement exécuter des buy stops ou des liquidations. C'est pour ça que le marché va chercher ces zones de prix. Pourquoi? Parce qu'une zone d'inefficience, par exemple, donc là, il y en a une très jolie en 3 jours qui est là. Vous voyez comment elle est belle. Regardez tous les sommets qu'on a ici. Une mèche, 2 mèches, 3 mèches, 4 mèches, 5 mèches, tout ça. Éventuellement, tous ceux déjà qui sont en train de shorter sur la montée sont probablement en train de foutre leur stop dans cette zone, ici. C'est pour ça que ces inefficiences nous appellent et qu'elles sont d'excellentes zones de prix, soit pour retourner le prix, mais en tout cas, le prix est attiré, le marché est attiré par ces zones, car là, tous ceux qui sont en train de shorter sont en train de foutre leur stop probablement au-dessus des 67 300, 67 400 $. Donc c'est pour ça que c'est la prochaine zone. Et également, en weekly, pareil, là, ça nous mâche le travail, on sait qu'on a un sommet ici qui est intéressant à venir chasser également, sachant qu'on a une zone d'inefficience ici en weekly. Donc je vous l'ai montré en 3 jours, mais
Là, en weekly, elle est juste là, on la voit, hein, vous voyez ici, hop, elle est là. Donc, pour moi, le prix a de grosses probabilités d'aller chercher 67 000. J'en ai parlé sur Twitter lundi, justement, donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous follow sur Twitter. Vous avez le lien, normalement, juste ici, Twitter Crypto Le Trône. D'ailleurs, ça buguait, je pouvais pas voir mes tweets. J'espère que c'est revenu, parce que ça mettait tweet de 2023. Ouais, bah je sais pas pourquoi. Peut-être faut que je fasse un truc dans les paramètres de mon compte. Peut-être que si tu me follow pas, les tweets sont pas... Je sais pas. En tout cas, je suis pas connecté sur Twitter ici. Mais il y a justement la zone des 67 000, 69 000. Et c'est pas anodin si je parle de cette zone. Ça correspond à cette zone d'inefficience qui sont des objectifs pour le prix. Et comme je le dis, il y a des stops, il y a des buy stops à les déclencher là-bas. Okay, tout comme là, on est en train de faire des zones d'inefficience haussière. Ça, pareil, on y reviendra. Très probablement. Une fois que le job aura été fait là sur ce push haussier, que le marché ira s'intéresser à trouver des buy stops, enfin des sell stops du coup, donc des liquidations d'acheteurs, des stops d'acheteurs, etc. On reviendra bosser cette zone ici. Donc si vous avez un biais bullish ou vous avez envie d'acheter du BTC, les zones d'inefficience que vous voyez là, qui sont en train de se former, donc là je vous les identifie, hein. Hop, là il y en a une et là il y en a une deuxième, sont de très bonnes zones d'achat ici et ici là. Ok, même ici, hein. Bon, il y en a plusieurs là qui se sont formés, 1, 2, 3. Donc entre 62 200 et 59 900, glisser des petits buy limit spots là-dedans, ça peut faire plaisir parce qu'il y a de grandes chances qu'on y revienne. Bon, maintenant je reprends le graphique en 1 heure, donc c'est pour ça que voilà, on s'occupe de bosser cette zone d'inefficience que vous voyez ici en horaire. Donc de 65 800 jusqu'à 65 200, donc là on est en plein dedans. Vous voyez que le prix est en train de bosser et il l'a déjà comblé celle-ci. Vous voyez, on est monté jusqu'à 66 100 $. Donc c'est bon, cette zone d'inefficience est comblée. Ici, on avait ce qu'on appelle pareil un order block. Donc là, c'est complètement normal de voir le prix trouver un point de rejet. Je vais vous l'étendre, hein, mais ça, c'est l'order block actuellement. Hop, vous voyez que le prix se fait rejeter pour l'instant. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a top parce qu'on a un rejet d'order block? Non, du tout. Il faut, comme je vous dis, que le prix fasse quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, ça. Là, ok, là on peut dire que c'est bon, on a top. Mais tant qu'on voit pas quelque chose comme ça, il n'y a pas de top. Du coup, est-ce que shorter ici c'est une bonne idée? Bah, c'est compliqué parce que si vous shortez ici, vous allez foutre votre stop là-bas et en théorie, c'est l'objectif du marché. Donc pour moi, là, tous ceux qui sont en train de shorter sur la montée ou pendant les dips, ajoutent des stops, des buy stops et des liquidations ici qui est l'objectif du prix, donc 67 280 $. À mon avis, c'est clairement là où on va. Personnellement, je me dirige vers cette zone. Tant que je continue de voir des breakers bullish ici, j'ai aucune raison de penser bear, hein, honnêtement. J'ai aucune raison de penser bearish. Ça, je vais supprimer, c'est bon, ça a été atteint. Ça aussi, on s'en fout. Ça, je retire, je le vois avec mes yeux, le breaker. Comme ça, voilà, on a un graphique qui est épuré. On voit sur cette jambe haussière ici. Donc là, on a eu cette zone d'inefficience qui a été comblée. Hop, juste là. Perso, j'avais ouvert un hedge, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent comment je peux gérer mon exposition BTC. J'ai ouvert un hedge ici à 64 076 $ sur Bitget ici. Et là, il y a eu la prise de stop. Donc là, je voulais voir s'il y avait un breaker ou non. Après, j'ai pris un short, net short ici pour faire du gain, où j'ai fait du gain. Et ensuite, ici, quand on est revenu dans cette zone d'inefficience, là, j'ai fermé mon hedge ici. Parce que pour moi, là, le fait que le prix revienne combler une inefficience vectorielle, ça m'invite à penser qu'il y a de la continuation et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc ça sert à rien de garder mon hedge en fait. Ma prochaine zone de hedge sera au-dessus des 67 280. Pour ceux qui me demandent pourquoi tonton tu te hedge, parce que ça me permet justement de être hors du train quand le train se retourne. Je veux pas holder un BTC qui baisse, ok? Faut savoir qu'avec j'ai calculé hier avec cette stratégie de hedge justement, j'ai gagné 12% de Bitcoin sur mon exposition. C'est génial. C'est-à-dire que pendant les phases baissières, par exemple cette phase baissière, je ne l'ai pas du tout subi parce que j'étais hedge. J'ai fermé mon hedge ici. Donc c'est vrai que je l'ai fermé un peu tard parce que malheureusement le signal est intervenu en week-end et j'aime pas du tout ça. Du coup ça m'a fait fermer tard, mais j'étais re-rentré en hedge ici là, à 69 700, quelque part par là. C'est ce qui fait que j'ai pu justement ne pas subir toute cette baisse et là j'ai gagné du BTC. Et en fait en me hedgeant à des endroits stratégiques comme je le fais, ça me permet de gagner du BTC. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, en fait c'est comme si j'avais vendu et que j'ai racheté plus bas, ni plus ni moins. Mais le fait de me hedger, ça me permet justement de ne pas racheter de grosses quantités sur le spot et de subir du slippage, etc. etc. Alors maintenant pour aujourd'hui, ici, il y a une petite zone d'inefficience qui est ouverte ici à 100%, qui n'a pas du tout été travaillée.
entre 64 800, 64 500. Je regarde s'il n'y a rien d'autre. Non, on avait une toute petite ici, c'est bon, ça a été comblé avec cette mèche. Ok. Si jamais il y a un dip aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce soit pour venir combler cette zone d'inefficience. Je pense pas qu'on ira plus bas. On peut aller plus bas. À ce moment-là, si cette zone d'inefficience ne tient pas et qu'on perd ce lot, clairement, l'objectif du prix, ça pourrait être de revenir chasser le lot daily d'hier, qui est du coup à 62 300, si je dis pas de conneries. Là, ouais, 62 300. Pour venir chercher cette zone d'inefficience daily. Mais pour l'instant, je me projette en cas de retracement. Voilà, attendez-vous à ce que éventuellement on revienne entre 64 500 et 64 800 pour, si jamais, faire de la continuation haussière direction les 67 280. Et si ça ne dit pas, mais ça continue de monter comme ça, doucement mais sûrement, objectif du coup 67 280. En tout cas, je pense qu'on va y aller. Je ne pense pas qu'on va laisser cette zone d'inefficience intacte ici. Je pense que maintenant, c'est l'objectif du prix de venir la combler. Les fundings sont pas du tout positifs. Enfin, on est à 0,0054, c'est très bas. On a des premiums qui sont toujours négatifs. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une pression vendeuse plus importante sur les dérivés que sur le spot. Ce qui veut dire que la demande vient du spot et on n'a pas un excès de FOMO sur les contrats dérivés. Et très généralement, un top, ça se marque quand on commence à avoir des gens qui vont rentrer en mode FOMO. Déjà, juste quand les fundings vont commencer à dépasser les 0,015, 0,02, c'est souvent à ce moment-là où, ok, là, les gens sont en train de long, se préparent à du pump. Par exemple, dans cette phase premium positif, on avait des fundings à 0,015, quasiment 0,02 à certains moments, ici, là, à 0,02. Là, les gens sont en mode, ok, il faut long le Bitcoin à levier, et bah, les gens se sont fait défoncer ensuite. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout encore dans cette phase-là. Ce qui m'invite à penser que de ce point de vue-là, il y a du jus, mais surtout au niveau du price action, il y a clairement encore du jus, vu ce qu'on fait en formant des breakers, etc., etc. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin. Et aussi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille hier, et je l'ai tweeté également, sur le fait que je pense pas que Bitcoin avait top. Je repasse en horaire. Je pense pas que Bitcoin avait top ici. Donc ça a été un très bon short juste là, assez intéressant. Que j'ai close à 64 500, que j'ai ouvert à 65 173. Après, sur BitGate, ça a méché légèrement plus haut, mais là, sur Binance, c'est le top actuel. Pourquoi je pensais pas que c'était le top? Parce que, et du coup on va switcher maintenant en parlant d'ETH, car ETH, lui, n'est pas venu chercher son point d'intérêt qui est son sommet weekly, ici, là. Et vous voyez, cette zone, c'est ce qu'on appelle cette buy side liquidity, donc cette zone de buy stop, là où il y a des stops acheteurs, des stops de short qui vont s'exécuter. On n'est pas venu prendre le sommet weekly. Et ça, pour moi, c'était impossible que BTC se retourne sans que ETH aille déclencher ce sommet weekly. Donc c'est pour ça que je pensais toujours bull sur BTC et que j'ai fermé mon hedge et que ensuite j'ai eu l'opportunité de trouver un long avec un RR intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire que le fait de consolider sous une buy side liquidity importante, moi ça m'invite juste à penser qu'on est en train d'accumuler le plus de stops et de liquidation possible ici. Et là, je ne serais pas étonné qu'on ait un break assez franc qui va bouffer beaucoup de stops pour revenir assez rapidement, travailler cette zone d'inefficience ici. Donc, au-dessus là des 3524 et 3546, ça me semble clairement être l'objectif d'ETH dans la journée. Je pense qu'on va y aller. Pareil, ETH, belle zone d'inefficience ici, vectorielle, elles sont quasiment toujours comblées. On est venu combler tout ça, boum, on push. Petite zone d'inefficience ici, pareil, vectorielle, très petite. Ah, mon curseur n'a pas pris le bon niveau, mais là, voilà, c'était tout petit, hein, mais petite mèche histoire de combler tout ça. On continue. Donc ouais, pour moi, quand tu as un price action qui fait ça, c'est bull. Les creux sont ascendants, les sommets sont ascendants, le marché comble les inefficiences, repush immédiatement. C'est bullish, ni plus ni moins. Et également, j'en ai parlé, ce qui fait que c'est bullish aussi, c'est le fait que le prix est au-dessus de l'open mensuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a ouvert, j'en ai parlé sur Bitcoin lundi et mardi, enfin mardi je crois, on a ouvert le mois ici, et là on est au-dessus du prix d'ouverture du mois de juillet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui ont short au mois de juillet actuellement ont la tête sous l'eau. Ce qui fait que le prix a intérêt à aller chercher maintenant des inefficiences au nord. Parce que tous les gens qui ont shorté sont underwater. Underwater, ça veut dire quoi? Ils ont la tête sous l'eau, ils sont en perte. Et donc le marché maintenant est attiré par leur buy stop, les stops des shorters, ok, et leur liquidation. Et donc, on fait un petit exercice. Alors, on regarde les points d'intérêt. Il y a ce sommet, tout naturellement, c'est le plus haut du mois actuel. Donc là, ils ont tous leur stop ici. C'est pour ça qu'on va y aller. Ensuite, on a ces sommets ici. Donc,
Prochaine zone, ce serait 3623, 3652. Et ensuite, on a cette zone d'inefficience ici qui est toujours ouverte au-dessus de ce sommet, là, au niveau des 3756. Donc pour moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher les 3756 au cours des prochains jours. Après, je vais regarder si on a d'autres zones d'inefficience. Je crois qu'en weekly, on n'a rien. Ouais, en weekly, on n'a rien. Peut-être qu'en 3 jours, on a quelque chose. C'est aussi intéressant, le 3 jours. Là, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Donc là, ça serait, bon, il y avait cette grosse zone d'inefficience qui a déjà été comblée. Maintenant, on fait une inefficience haussière, ce qui est assez bullish. Hein. Ici, donc ouais, je pense toujours qu'on reviendra sous les 2790 $, quand j'en sais rien. Mais je pense pas qu'on va laisser ça intact. Donc on verra bien. Maintenant, sur le long terme, moi je suis extrêmement bullish sur Ethereum. Je pense qu'on va facilement aller à 5, 6, 7, voire 8000 $, peut-être même plus, parce qu'il y a les ETF qui arrivent. Maintenant, faut pas oublier qu'à court terme, attention les ETF. Moi je me méfie beaucoup. J'en ai déjà parlé, mais pourquoi je me méfie des ETF Ethereum? Parce que il y a Grayscale qui a plus de 10 milliards sous gestion, et si jamais il n'y a pas autant d'intérêt qu'on a eu sur le Bitcoin sur les ETF Ethereum, et si Grayscale vend plusieurs milliards, on va se retrouver avec plus de outflow que d'inflow, ce qui a créé du net flow négatif, ce qui va créer de la pression vendeuse. Donc ça, il faudra faire attention à ce que éventuellement ça n'arrive pas. Ok, c'est ce que je surveille. Ce serait bien qu'on ait des gros inflows et très peu d'outflow de la part de Grayscale, comme ça, là, ça boostera énormément le prix. Et sinon, en dehors de ça, voilà, les points d'intérêt, les sommets que vous voyez ici, surtout lui là, 3720 $ à peu près. Et ensuite, ça serait clairement ce sommet là des 3981 $, 4100 $. Donc ça serait de gros points d'intérêt, de gros buy stop ici à aller déclencher. Mais encore une fois, on fonctionne crescendo. Déjà, voyons voir comment on va réagir le prix au-dessus du sommet weekly, pour voir si on se mange pas un reversal dans la tête, parce que ça pourrait arriver, donc faut rester quand même assez prudent, mais pour l'instant, voilà, pour moi, le prix va y aller, il en a quelques dollars, on va le faire bientôt, je pense, dans la matinée. Et pour finir, alors, je parle de Axelar. Donc, Axelar, bon, grosse correction, il faut savoir que c'est cliché du marché crypto, hein. Les altcoins, quand elles finissent un mouvement haussier, très généralement, il faut savoir qu'elles retracent entre 78,6 et 88,6, donc là, si je vous mets un FIB, et que je vous identifie 78,6, 88,6, vous verrez qu'on est venu taguer 88,6 et très généralement, elle bottom sur 88,6, en tout cas pas loin. Là, on peut voir que pour l'instant, le bottom s'est formé légèrement en dessous. On a eu ici une très belle réaction, c'est-à-dire gros push haussier qui laisse une inefficience vectorielle qui a été comblée juste ici. Ok, pas entièrement, mais on est revenu dedans. On a repush, on a refait une zone d'inefficience, pareil, qui a été comblée avec cette petite mèche, on push. Donc là, pour l'instant, le flux, il est haussier. On est dans le retravail de cette jambe baissière qui a laissé des zones d'inefficience ici qui a été comblée. Donc pour moi, Axelar, ça risque d'aller push au niveau des 96 à 90 centimes. Si c'est toujours baissier à ce moment-là, malheureusement, on risquera de voir quelque chose comme ça pour ensuite faire un nouveau plus bas et continuer de travailler les zones d'inefficience qu'on a laissées ici, là, que vous voyez. Vous voyez, on est revenu travailler ces niveaux de prix qui sont des zones d'inefficience vectorielle. Et oui, même si on est passé de 40 centimes à 2,70. Ces zones d'inefficience, lorsqu'elles sont vectorielles, sont très souvent retravaillées. Et on voit que le prix est revenu combler. 1, 2, il en manque 2 ici. Alors, est-ce qu'on va y revenir? J'en sais rien. On pourrait estimer que le job a été fait sur cette impulsion. C'est tout à fait possible en mensuel. Voilà, on est revenu combler ça en mensuel. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez des convictions sur Axelar, bah, c'est le moment de se positionner sur du spot, c'est tout. Est-ce qu'on a bottom? J'en sais rien. Oui, non, ça on verra bien. Je vois qu'on est dans un range ici avec cette dernière bougie baissière. Hop, on est venu prendre les lots de cette bougie. Maintenant, on va venir prendre le sommet et il y a des inefficiences. Donc là, le marché va revenir bosser les inefficiences baissières en weekly. Ça correspond aux objectifs que je vous ai donnés. Maintenant, on verra. Si le prix refait juste ça et qu'il repart au sud, à ce moment-là, il faudra s'attendre à un dernier lot qui ira combler ces zones d'inefficience et on reviendra travailler le plus bas de 2023. Et il y aurait même un objectif, très généralement, plus on s'en rapproche, plus il devient réaliste, c'est de chasser le plus bas de 2023. À ce moment-là, ça serait de faire une mèche, une prise de stop sous les 31 centimes. Ça, c'est auquel cas, on a tout simplement, comment dirais-je, on a tout simplement un reversal. Enfin, on n'a pas un reversal, mais je pense qu'on aurait en fait une chute à nouveau sur le marché crypto. Voilà. En cas de prochaine chute violente, si jamais il y en a une, faut se dire que on pourrait push 31 centimes. Maintenant, honnêtement, la réaction du prix ici est très jolie. On a une inversion ici au niveau du prix. On a cassé le dernier sommet descendant
très belle imbalance qui va créer un displacement peut-être en H4, exactement. Pour moi, en tout cas, là, c'est boule, au moins jusqu'aux 90-95 centimes, c'est l'objectif. Après, on verra ce que ça fait. Si vous êtes convaincu sur ce projet pour du spot, de toute façon, quoi qu'il en soit, tout ce qui est sous les 78,6, c'est très bon. Donc là, on est dedans. Donc c'est le moment de se positionner si vous avez des convictions. Et de se dire, je garde du cash si jamais on revient chercher ces zones d'inefficience là, pour poser des buy limits avec un dernier buy limit sous le plus bas de 2023 si vraiment c'est tag. Là, c'est un énorme cadeau que vous fera le marché. Et après, bon, bah, ça appartient à l'avenir. Hein. C'est le marché qui décidera si Axelar, ça vaut quelque chose ou non. Mais en tout cas, pour moi, là, vu les prix qu'on a atteints, c'est le moment de se positionner. Et si ce truc, ça meurt pas. Bah ça a le potentiel de remonter facile vers les 1,60, 1,90 et puis peut-être même pourquoi pas aller faire un ATH, on verra bien. On va regarder ici en termes d'objectifs, je vous donne un peu des rêves. Si jamais on a un ATH, prochain objectif ça serait entre 4,11$ et 5$. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une pièce ici à 76 centimes et d'en remettre, je dirais, de 43 jusqu'à 30 pour prendre le risque d'avoir un TP progressif jusqu'à 4-5$? Bah ouais, ça vaut le risque. Après, ça dépend du risque que vous allez mettre, mais en tout cas, le risque en vaut la chandelle, à mon avis. Je ne sais pas si je peux voir la tokenomics, on va checker ça et après je m'arrêterai ici. Axelar. Alors, Axelar. Ouais, je peux avoir la tokenomics, je pense. On est bon. On a une tokenomics qui est croissante. Donc on a à peu près 4. Ah, ok. 4, 8, 12. 12. Oula. C'est jusqu'à quand ça? Non, ça va, on n'a pas 12% d'inflation par mois, je pense. 560, 590. On a un peu moins de 12%. Je pense qu'il y en a qui ont fini d'avoir leurs allocs, probablement. Ça me paraît beaucoup. On passe de 543 à 568. Ça fait pas 12%, ça fait moins. Ok. Bon, je dirais qu'on a à peu près 5% d'inflation par mois. Donc, bah, si le marché repart pas maintenant, il faut se dire que les prochains unlocks pourront créer de la pression vendeuse éventuellement. La pression baissière, maintenant, voilà, pour moi, la tokenomics, elle est pas dégueulasse. J'ai déjà vu des projets avec des tokenomics dégueulasses. Là, il faut se dire que voilà, si on a notre bull run en 2025 et qu'il se termine, on va dire fin 2025, on aura eu une inflation autour des 50% à peu près, ce qui n'est pas catastrophique, quoi. Il y a des projets qui ont bien pire et s'il y a beaucoup de hype et beaucoup de demandes pour le projet, ça peut vraiment lui permettre de péter quand même. Donc non, la tokenomics n'est pas dégueulasse. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'on n'a pas énormément d'argent qui rentre dans le marché, ces tokens qui sont release peuvent créer de la pression baissière et nous ramener, continuer de nous ramener, de nous faire suivre en fait cette dynamique baissière qu'on a ici. C'est juste ça le problème. Je veux juste regarder l'impression de stablecoin rapidement en Tether. Ok, là on reprend l'impression de Tether. Bon, c'est probablement pour ça qu'on a un push sur le Bitcoin. Il y a des Tether frais là qui doivent acheter du Bitcoin, je pense. Ok, on réimprime un petit peu. Ok, là il y a une belle accélération. D'ailleurs, on a imprimé 1 milliard, je crois, récemment. Donc c'est plutôt cool. Ok, on commence à réimprimer des stables. Donc là, on commence à avoir de la demande. C'est plutôt intéressant. Faut voir que ça peut continuer. Et si ça continue, ça pourrait vraiment booster les alts, dont Axelar. Donc là, ce serait pas mal. Je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la possibilité de rejoindre le copy trading, mais également l'école pour vous former à mes côtés. Donc pareil, toujours pareil. Premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Vous avez le copy trading, mais et du coup aussi, quand vous aurez accès au copy trading, vous aurez aussi accès à la formation gratuite et au VIP également. Tout ça, ça se passe sur le Discord pour le VIP. Ok, c'est un espace d'échange pour tous les membres VIP sur le Discord. Il y a aussi des market reviews qui sont quasiment faites quotidiennement pour les membres VIP. On apprend des concepts, etc. Du coup, c'est pas mal. Et si vous voulez vous former à mes côtés tous les jours dans l'école et qu'on analyse les marchés ensemble, que je réponde à vos questions, que je vous aide dans votre trading, qu'on voit les altcoins à surveiller, etc., etc. Bah ça se passe dans l'école. Donc l'abonnement commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là le matin en direct. Et en plus de ça, vous avez la formation qui a déjà été tournée, qui vous est envoyée par mail une fois que vous rejoignez l'école et que vous pouvez suivre tranquillement dans votre coin. Cours vidéo, cours écrit, exercice, examen pour valider. Et vos compétences, c'est bien voir que vous comprenez ce que vous êtes en train de regarder, que vous pouvez ensuite l'appliquer sur les marchés. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.